suit le JT. Pour le journal. Parlons politique à l'entame de cette édition. Les parlementaires ont examiné et adopté le rapport de la commission mixte et paritaire chargée de la révision de la Constitution. C'était ce matin à l'hémicycle de l'Assemblée nationale. C'est au cours d'une séance plénière présidée par le président de cette auguste chambre, Ali Kolotou Tchaimi. C'est en présence des membres du gouvernement et de plusieurs invités. On fait le point avec Madilem Alphonsine. Après l'adoption du règlement organique du bicaméralisme, les parlementaires ont examiné et adopté le rapport de la commission mixte et paritaire chargée de la révision technique de la Constitution du 29 décembre 2023. Cette adoption intervient après la décision du Conseil des ministres tenue le 15 septembre 2025. Cette révision donne désormais un mandat de 7 ans au président de la République et 6 ans aux parlementaires et aux collectivités territoriales, conformément aux nouvelles dispositions. Ce processus apparaît aux yeux du président du Sénat, Dr Haroun Kabadi, comme un instrument permettant à l'ensemble des acteurs politiques tchadiens de jouer pleinement leur rôle de refondateur de la nouvelle dynamique. Cette révision vient abroger toute disposition antérieure, se présente comme suit. L'article 281 qui expose en son alinéa 2 la procédure de vote de prise en considération offre l'opportunité aux députés et aux sénateurs de débattre de toutes les questions liées à une révision constitutionnelle dans leurs chambres respectives et de voter pour, contre ou abstention. Le président du Congrès, Ali Kolotou Tchaimi, avant d'ouvrir le débat, a rappelé aux initiateurs qu'après une longue discussion pendant la production des rapports, cette séance est uniquement consacrée à l'examen et à l'adoption. La parole est accordée au président de chaque groupe parlementaire de parler au nom de tous les députés et sénateurs. Les présidents de différents groupes parlementaires se sont prononcés sur cette adoption. Je voudrais dire, Monsieur le Président, que la Constitution est un texte. Et il n'a de la valeur que ce que nous en ferons. Si nous voulons, si nous respectons la Constitution, si nous respectons ces institutions, nous honorerons notre pays. C'est une très bonne chose qu'on ne puisse pas avoir une Constitution qui soit fichée, mais qui s'adapte au temps. Nous sommes dans un monde en perpétuel mouvement, et je trouve que c'est une très bonne chose qu'on puisse, de temps en temps, toucher pour adapter la Constitution à notre vie, à la vie politique. Malgré le boycott de l'opposition, la nouvelle constitution est adoptée par 236 voix pour, 2 abstentions et 0 contre. Elle est renvoyée aux membres du gouvernement chargés de la mise en œuvre dans un bref délai en vue de sa promulgation. La coalition des présidents de la société civile a fait un point de presse, c'était cet après-midi. Point de presse au cours duquel Maître Mbayornom Christabel, que vous allez suivre dans un instant, a saisi l'occasion pour sensibiliser et appeler à soutenir la révision technique de la Constitution afin de bâtir un Tchad juste et démocratique. Sanoudi Mandel Nerambay pour le reportage. Nous, présidents des organisations féminines de la société civile tchadienne, réunis au sein de la coalition des présidents de la société civile, SPSC, considérant que la Constitution est le pacte social fondamental qui scelle l'engagement d'une nation envers ses citoyens et incarne les aspirations de son peuple, convaincu que l'édification d'un État et de droits démocratiques et prospères nécessaire d'un cadre constitutionnel moderne, inclusif et protecteur des droits de tous. Fermement engagé à œuvrer pour une participation effective des femmes, des jeunes et de tous les citoyens à la vie publique et au processus de gouvernance. Apportons notre soutien plein et entier au processus de la révision technique de la coalition de la Constitution
de la République du Tchad. Nous y voyons une opportunité historique de moderniser notre architecture institutionnelle, de consolider les fondations de notre démocratie naissante et de garantir une représentation et une juste et équitable pour tous et pour tous. Nous saluons les avancées envisagées et en particulier l'inscription constitutionnelle du droit de tous, justifiable et saisit directement le Conseil supérieur de la magistrature et le ministère de la Justice. Pour traduire notre soutien en action, notre coalition s'engage à déployer les initiatives suivantes. Une campagne nationale de sensibilisation, l'organisation consultation publique inclusive, la production d'une contribution éclairée, l'exercice d'une ville citoyenne active. Nous voudrions profiter de cette occasion pour lancer un appel solennel à l'endroit des partenaires, des jeunes, des femmes, des leaders, des communautaires, et ainsi que l'ensemble du peuple tchadien à soutenir cette révision afin de bâtir un Tchad juste et démocratique. Chapitre économie, à quelques semaines de la tenue de la table ronde consacrée au plan national de développement Tchad Connection 2030, prévu du 10 au 11 novembre prochain à Abu Dhabi, le comité d'organisation est à pied d'œuvre. Hier, une rencontre stratégique s'est tenue au ministère des Finances et du Budget. Elle a rassemblé les techniciens tchadiens et plusieurs investisseurs internationaux. Mistangar Victor pour plus de détails. Face à un panel composé du groupe Aris, d'investisseurs saoudiens et émiratis, les organisateurs de cette table ronde ont présenté 13 projets phares censés transformer l'économie tchadienne. Énergie, agriculture, élevage, infrastructure, mais aussi santé, avec un accent particulier sur le renforcement de la production pharmaceutique nationale. Les échanges sont fructueux et encourageants, a souligné le ministre d'État, ministre des Finances et du Budget, par ailleurs président du comité d'organisation. Donc nous avons exploré les projets qui les intéressaient, les projets d'abord de textile, pour produire et habiller le Tchad et exporter. Quelles sont les conditions pour que ce projet soit un succès? Nous l'avons abordé de long en large. Beaucoup de ministres ici qui sont concernés, le ministre de l'Agriculture, mais surtout le ministre de l'Industrie, mais aussi beaucoup de responsables de grandes agences gouvernementales et des directions générales en charge des questions d'investissement et de promotion d'investissement. Donc nous avons aussi abordé les projets d'exportation de viande, de transformation de cuir, d'usines de production de produits vétérinaires, d'usines de production d'engrais, d'usines de production d'unités d'assemblage et de production de tracteurs et d'outillage et d'équipements agricoles. Sur tous ces sujets, nous sommes tombés d'accord. Les partenaires présents à cette rencontre préparative ont affiché leur volonté d'accompagner le Tchad dans la mise en œuvre de sa vision Connexion 2030 qui ambitionne d'ouvrir le pays davantage au monde et d'attirer des financements durables. Les potentialités du Tchad en matière d'investissement sont immenses. Tous les ministres sectoriels et agences gouvernementales concernées doivent se mobiliser pour la réussite de ce pari, a indiqué le ministre d'État. Avant d'aller au PND, on finalise tout ce qui est à finaliser et au PND, tout soit lancé et que les accords puissent être signés pour que tout redémarre. Y compris le recrutement des apprenants, des jeunes qui vont être engagés projet par projet, mais potentiellement au plus pressé peut-être par le projet textile qui va employer beaucoup de jeunes et pour lesquels nous apporterons notre soutien en termes d'assistance ou bien de contribution à la formation des jeunes sur les sites, mais aussi on a beaucoup d'assurance quant au soutien de la Banque mondiale sur ce volet-là. Ce plan national de développement n'est pas seulement une feuille de route économique. Il est une promesse de modernisation, de création d'emplois et de valorisation des richesses naturelles. À un mois de ce grand rendez-vous d'Abu Dhabi, le ton est donné. Le Tchad veut convaincre, séduire et surtout démontrer que son avenir est une affaire de partenariat gagnant-gagnant.
Page société de cette édition, l'exécutif communal de la ville de N'Djamena déplore que plusieurs débits de boissons et lieux de divertissement ne respectent pas les horaires prévus par la réglementation en vigueur. Channel Alao nous en dit un peu plus. Il était 22h hier sous la conduite du maire de la ville de N'Djamena, Senoussi Hassan Abdoulaye, accompagné du secrétaire de séance et quelques cadres de la commune. En présence de l'exécutif de la commune du 7e arrondissement, une campagne de sensibilisation était menée auprès des responsables des débits de boissons afin de leur rappeler l'importance du respect de l'arrêté numéro 092-M-DAF-DF-S-LATU-10 du 19 avril 2010. L'exécutif communal de la ville de N'Djamena constate avec regret que certains débits de boissons et lieux de distraction ne respectent pas les horaires fixés par la réglementation en vigueur. Cette démarche n'est pas une sanction immédiate, mais une invitation à la responsabilité partagée du respect des horaires pour préserver le droit au repos des familles et des citoyens et garantir un climat de confiance propice au développement des activités économiques nocturnes dans un cadre légal et paisible. Cette rencontre a permis au maire d'échanger avec les riverains, se plaignant de la sonorité très dérangeante de ces débits de boissons. Il leur a assuré l'attachement de la commune à veiller à la tranquillité publique et au respect mutuel entre acteurs économiques et riverains et à un environnement de vie harmonieux pour tous. Des mesures seront prochainement prises si les contrevenants ne se conforment pas aux dispositions en vigueur, a laissé entendre Monsieur le maire. Le directeur de l'Agence tchadienne de la radioprotection et de la sécurité nucléaire, ATRSN, Dr Bigaoula François Xavier, a fait un point de presse. C'était ce matin au sein de la dite institution sise au quartier Ndiari. Ce point de presse est axé sur la restitution des résultats des inspections réglementaires menées par l'agence dans les hôpitaux et les sociétés pétrolières. Le directeur a saisi cette occasion pour retracer les activités que mène l'ATRSN. Un extrait de son intervention, propos recueillis par Kaubari Maloum Esther. L'ATRSN, en vertu de sa mission de régulation, de contrôle et de surveillance des activités utilisant des sources de rayonnement ionisant, conduit périodiquement des inspections dans les secteurs médicaux et industriels, notamment les secteurs pétroliers. Ces inspections visent à vérifier la conformité des dispositifs, c'est-à-dire les générateurs à rayons X, les sources radioactives, les systèmes de dosimétrie aux normes nationales et internationales de radioprotection, le port d'équipements de protection individuelle, le contrôle dosimétrique du personnel et la gestion des déchets radioactifs. À l'issue de ces missions d'inspection, les principaux constats que l'ATRSN souhaite porter à la connaissance du public sont de deux ordres. Dans plusieurs hôpitaux, les installations radiologiques sont installées dans les locaux dédiés et sécurisés avec des barrières de protection, à savoir le blindage, les parois plombées. Le personnel opérant est souvent sensibilisé à la radioprotection. Certains établissements appliquent des procédures de contrôle dosimétrique pour les agents exposés. Dans le secteur pétrolier, certaines sociétés disposent des procédures internes de contrôle des appareils et des formations de leur personnel. En ce qui concerne le point faible, les inspecteurs ont cependant mis en lumière des lacunes importantes, à savoir l'absence ou l'insuffisance de formation spécifique en radioprotection pour certains opérateurs et techniciens, ce qui pose un risque de mauvaise manipulation des équipements. Le défaut d'entretien, de calibration ou de vérification périodique des équipements dans plusieurs établissements. Ces constats montrent que malgré des efforts visibles, le niveau global de conformité aux normes de radioprotection nationale est encore très hétérogène et nécessite des actions de renforcement. Pour remédier à ces déficiences et renforcer la sécurité radiologique, l'ATRSN recommande les mesures suivantes. Le renforcement des capacités en radioprotection pour les exploitants, techniciens et personnel médical. La mise en conformité réglementaire, prévoir des sanctions graduelles en cas de non-conformité persistante et encourager les meilleures pratiques pour la reconnaissance des établissements exemplaires.
la TRSN réaffirme sa détermination à accompagner les acteurs concernés, à sanctionner si c'est si nécessaire, mais aussi à encourager la mise aux normes pour garantir la santé du public, la sécurité des travailleurs et la protection de l'environnement. En santé, le président de la République, le maréchal Mamadi Idriss Déby Itno, a effectué hier une visite inopinée dans 2 grands hôpitaux de la capitale. Il a fait un constat amer et déplore que ce qu'on lui dit ne reflète pas la réalité. On en sait un peu plus avec Mbaïnadi Nicolas. Le président de la République, Mohamed Idriss Déby Itno, s'est dit déçu après une visite surprise au CHU de la mère et de l'enfant et au CHU de la référence nationale, constatant l'écart entre les rapports reçus et la réalité du terrain. Il a salué le dévouement du personnel soignant et appelé le gouvernement à assumer pleinement ses responsabilités. J'ai appris beaucoup de choses par rapport à nos concitoyens qui ont de l'insuffisance rénale. Donc, ce qui m'a poussé aujourd'hui de venir visiter ce centre. Je crois qu'il y en a 2 au Tchad, le Algérien et à la Renaissance. Après ma visite, je constate avec beaucoup d'amertume qu'il y a manque de matériel et de personnel. Malgré cela, je voudrais féliciter l'ensemble des personnes qui essaient de faire le maximum pour réduire le taux de mortalité ces dernières années. Il y a une évolution par rapport à ces maladies. Donc nous devons entreprendre, agir, nous devons construire plus de centres de dialyse. Je constatais que la plupart de nos patients ne viennent pas de N'Djamena, mais de province. Il faut aussi construire des centres de dialyse dans tous les hôpitaux sur l'ensemble de notre territoire. Malgré quelques efforts de rénovation, le CHU et le CHU-RN restent confrontés à des problèmes récurrents, tels que l'insuffisance d'équipements modernes, la surcharge des services et les ruptures fréquentes de produits médicaux. Les médecins et infirmiers travaillent souvent dans des conditions difficiles, avec un manque de moyens techniques, ce qui réduit leur efficacité et alimente parfois les tensions avec les patients. La présence du président dans ces hôpitaux est perçue comme un signe d'attention. Cependant, les populations entendent des actes concrets et durables, pas seulement des visites symboliques. Cette sortie rappelle que la santé publique est un pilier essentiel de la stabilité sociale. L'amélioration des hôpitaux pourrait renforcer la confiance des citoyens envers l'État. Cette visite inopinée du président Mohamed Idriss Déby Itno au CHU de la mère et de l'enfant et de la référence nationale apparaît comme une démarche de vigilance et de proximité. Toutefois, elle soulève un défi: transformer cette inspection en réforme concrète et en investissement visible afin de relever le système de santé tchadien. Jeudi dernier, des milliers de partisans et sympathisants du parti MCU, Mouvement Cœur Uni, se sont rassemblés le long de l'avenue Boganda-Bangui pour accompagner le président Archange Touadéra à l'autorité nationale des élections pour déposer sa candidature à la présidentielle de décembre prochain. Larissia Ngakoutou pour plus de détails. Faustin Archange Touadéra a été le premier à déposer sa candidature, 2 jours seulement après la convention du corps électoral pour les élections présidentielles et législatives prévues en République centrafricaine le 28 décembre prochain. Il était accompagné d'une multitude des partisans de son parti. Après son dépôt, il a remercié la population centrafricaine, sortie pour le soutenir, mais surtout pour tout ce qu'elle fait pour l'encourager dans son engagement. Le président sortant espère voir cette confirmation du soutien du peuple dans les urnes au soir des élections. Un soutien fort que, le 28 décembre, j'espère que tout cet engagement, tout ce soutien pourra se traduire dans les urnes. Mais je suis confiant et je remercie le bureau politique qui a déjà déposé le dossier. Selon le secrétaire exécutif national, nous avons le numéro 1, a-t-il ajouté dans son discours. Après avoir vivement critiqué l'intention de Touadéra de briguer un 3e mandat, l'opposition, réunie au sein d'un bloc populaire, continue
continue de réclamer le dialogue, gage selon elle d'une bonne organisation de ce scrutin. Et puis en Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara annonce la hausse du prix du cacao aux planteurs pour la campagne 2025-2026. Cette annonce a été faite dans une ambiance de campagne électorale. Ranodji Sonia pour plus de détails. Lors d'une cérémonie solennelle tenue au Parc des Expositions, le président Alassane Ouattara a annoncé une hausse du prix d'achat du cacao. Salué par les producteurs venus nombreux, tous arboraient fièrement un t-shirt orange, couleur du RHDP, le parti au pouvoir. À la tribune, les responsables de la filière ont tour à tour mis en avant les progrès réalisés ces dernières années, soulignant les efforts conjoints pour améliorer les conditions de vie des planteurs. Doua Blondé Obed, vice-président de l'organisation interprofessionnelle agricole, a rappelé l'importance du revenu décent obtenu auprès des chocolatiers. Ces différentiels fixés à $400 par tonne vendue représentent près de 450 milliards de francs CFA par an, soit environ 686 millions d'euros et constituent une avancée majeure pour une rémunération plus équitable des producteurs ivoiriens. Dans un élan de reconnaissance, les planteurs ont annoncé un don symbolique de 20 millions de francs CFA au président Ouattara, porteur de cette bonne nouvelle. Ce dernier a confirmé que pour la campagne de commercialisation 2025-2026, le prix garanti du cacao bien séché et bien trié serait fixé à 2800 francs CFA le kilogramme, marquant une hausse significative et un engagement fort en faveur du monde agricole. Cependant, certains producteurs ont exprimé des réserves quant à la capacité des banques à honorer ces paiements. Il ne suffit pas d'aller livrer si après on a des difficultés, c'est ça qui sera le problème, a confié l'un d'eux, soulignant que la réussite de cette mesure dépendra aussi de la fluidité des mécanismes financiers mis en place. En sport, le sélectionneur national Raoul Savoy a dévoilé hier, jeudi 3 octobre 2025, lors d'un point de presse, la liste des 24 joueurs convoqués pour les rencontres de Sao face au Mali et à la RDC le 8 et le 12 octobre 2025. Mbaye Ndixem Tsadok revient sur cet élément. Après les deux sorties du mois de septembre jugées en demi-teinte, le staff technique de SAO a procédé à une révision profonde de son effectif. Selon le sélectionneur national, la constitution de cette liste a nécessité un travail minutieux compte tenu du grand nombre de joueurs tchadiens évoluant à l'étranger, avec lesquels il a fallu engager de longues négociations. Après les deux matchs du mois de septembre, donc il y a très peu de temps, quelques semaines, on s'est remis tout de suite au travail, on a beaucoup analysé ce qui s'était passé sur ces deux matchs. On a continué à travailler sur les joueurs, sur nos exigences par rapport à la liste, parce que comme vous l'avez pu le constater, la liste elle évolue, on est encore en construction, elle va continuer à évoluer. On va utiliser ces deux matchs pour continuer à travailler, pour faire deux bons résultats et mettre cette dynamique que nous avons mis en place face au Ghana déjà, après ce match nul qui était vraiment une très très bonne chose par rapport au peu de travail que nous avions eu avant, mais on a déjà vu pas mal de bonnes choses qui se sont bien déroulées devant notre public. Interrogé sur la place accordée aux joueurs locaux, Raoul Sauvé a tenu à rassurer. Les talents évoluant sur le sol tchadien ne sont pas oubliés. Leur intégration progressive demeure une priorité à condition qu'ils répondent aux standards de la sélection. Les joueurs locaux, au mois de août-septembre, on a fait 3 semaines de préparation avec eux, on a travaillé. Ils ont ensuite fait 10 jours avec nous et ensuite en rentrant on leur a donné un programme, ils ont travaillé individuellement, la plupart ont repris avec leur club, donc certes ils n'ont pas de match dans les jambes de compétition mais ils sont quand même dans un certain rythme au niveau du travail et là maintenant sur les prochains jours on va tester d'abord voir à quel niveau exactement ils sont, mais j'ai entièrement confiance, c'est des joueurs sérieux, je suis en contact avec eux, je sais qu'ils travaillent. Et on ne peut pas se passer de joueurs locaux, c'est obligatoire qu'il y en ait dans la liste, parce que moi je pense que c'est l'équilibre de cette équipe, c'est 3 piliers. Et les joueurs locaux, certes, qu'il n'y ait pas de championnat, ce n'est pas de leur faute, mais par contre, ils sont, eux, obligés en tant que joueurs
professionnel, un joueur de l'équipe A, en tout cas sélectionnable, de rester fit physiquement. Après, mentalement, je sais qu'ils sont là. Après, évidemment, il leur manquera un petit peu de temps de jeu, mais ça, on va compenser avec l'envie. Je vous rappelle quand même que le match contre le Ghana, à la fin du match, on a quand même 4 joueurs locaux sur le terrain qui étaient aussi hors championnat et soi-disant hors compétition et qui ont quand même réussi à terminer le match et égaliser contre les Ghanéens. En conclusion, le sélectionneur national s'est montré confiant. Avec ce groupe de 24 joueurs, les Sao disposent des atouts nécessaires pour offrir un spectacle de qualité à leurs supporters. Nous irons défier le Mali le 8 octobre, puis la Centrafrique le 12 avec la ferme volonté d'écrire une nouvelle page de l'histoire du football tchadien. Dans un monde où l'éducation demeure la clé du développement, un établissement s'impose comme un modèle au Tchad. N'Djamena English International School NEIS, plus qu'un simple cadre d'apprentissage, c'est une institution à part entière où l'exigence anglo-saxonne se conjugue à une quête constante d'excellence. NEIS ne forme pas simplement des apprenants, mais des leaders de demain. Firida Ketem-Allo nous amène à la découverte de ce fleuron éducatif niché au cœur de la capitale. Fondée en 2008 sur les vestiges d'une école américaine, NEIS est aujourd'hui une école internationale de premier plan, répondant aux attentes de la communauté expatriée, comme des familles tchadiennes. Elle offre un curriculum anglophone de haut niveau, pensé pour préparer ses apprenants à un avenir sans frontières. C'est de faire de ces enfants des élèves qui sont réellement des élèves internationaux et ils deviendront des étudiants internationaux. Parce que, ils étudient en anglais. Au début, c'était uniquement en anglais. Vous voyez? Et donc, on prépare les enfants à l'international. À l'international. Puisque, une fois sortis de cette école, arriver dans n'importe quel coin du monde, là où il y a l'anglais, et encore avec quelques niveaux de français, ça leur permet, n'est-ce pas, d'avoir accès dans toutes les universités. Et à la sortie de l'université, bon, mais c'est des enfants qui prennent leur autonomie, étant sur le banc de l'école, et donc à la sortie de n'importe quelle université, même après le bac, nos enfants deviennent déjà utiles, n'est-ce pas, dans la traduction de l'anglais-français. Français-anglais. Et donc, voilà, c'est ça. Notre mission, c'est de faire vraiment de cette école une école qui est réellement internationale. Sa particularité, l'écoute et l'adaptation. Avec l'introduction du français, NEIS ouvre ses portes aux élèves issus du système francophone, leur proposant un programme d'intégration personnalisé pour réussir leur transition vers l'excellence anglophone. À la base de cette réussite, une équipe pédagogique d'exception, des enseignants hautement qualifiés, rigoureusement sélectionnés, qui conjuguent maîtrise parfaite de l'anglais et compétences pédagogiques diversifiées. Leur mission, répondre aux besoins intellectuels, physiques et moraux de chaque élève. C'est une école internationale et nous avons des programmes où on prépare nos étudiants aussi pour être capables de faire université dans les pays anglophones comme le Nebraska, je ne sais pas, peut-être on va parler de ça après. Oui, donc on regarde tout ça et on regarde aussi la qualification. Est-ce que la personne est bien qualifiée? Parce que comme je viens de dire, c'est une école internationale, donc on cherche le meilleur. Donc on regarde tout ça et l'expérience. Parce que tout peut avoir la qualification sans expérience, ça nous arrange pas. Donc on cherche l'expérience et dès que tout ça aussi sont déjà cochés, oui, on accepte la personne de travailler avec nous. Mais NEIS, c'est bien plus qu'une école. C'est aussi une parcelle vers l'avenir. Grâce à son partenariat avec l'État du Nebraska, l'établissement prépare ses étudiants à l'obtention d'un diplôme reconnu à l'international, ouvrant les portes des universités les plus prestigieuses en Amérique, en Europe et au-delà. Voir le diplôme, ce diplôme américain ou ce bac américain permettra aux élèves ou à ceux qui se diplômés, ceux qui ont fini ici, c'est une ouverture, une grande ouverture vers des universités partout dans le monde. Mais il n'y a pas que les États-Unis, l'Europe. Si l'enfant finit à Nebraska, le bac américain, notre bac américain est aussi reconnu par l'ONEX. Donc l'enfant pourra aussi, s'il désire, continuer les cours ici dans nos universités locales. Déjà, le programme les prépare à tout ça. C'est un programme du lycée, mais on se retrouve comme si l'on était déjà à l'université. Donc c'est un programme bien structuré de telle manière que quand l'élève finit ici,
il n'a pas de difficulté à s'intégrer parce qu'on prépare déjà les élèves à l'université. Cette reconnaissance internationale confirme la pertinence et la rigueur de son programme. Neis valorise également l'épanouissement personnel de ses élèves. Activités sportives, artistiques et parascolaires enrichissent le quotidien des apprenants, façonnant des esprits équilibrés, curieux et ouverts sur le monde. Et à la fin de chaque trimestre, nous avons la fête. Et cette année, par exemple, le 19 décembre, nous aurons la fête de fin d'année. Et pendant cette fête, on est en train d'essayer de voir pour avoir nos enfants qui vont chanter et jouer certains instruments musicaux. Nous voulons faire ça. Donc, on a plusieurs activités. Et on sort aussi avec les enfants. Cette année aussi, nous avons beaucoup de programmations. Ils vont aller même à la raffinerie, les brasseries. Nos programmes compris aussi les pratiques. Donc, ils doivent voir certaines choses, comment les choses se passent. Ce n'est pas seulement théorie, mais ils doivent aussi sortir pour voir pratiquement comment les choses se passent. On joue le foot avec les enfants. Les dernières fois, les enfants nous ont gagné, mais c'est pas grave. Oui, mais c'est ce qu'il y a la joie ici. Au cœur de la philosophie de Neis, la satisfaction des parents et la réussite des élèves. Les témoignages recueillis sont unanimes. Qualité des cours, discipline, professionnalisme et accompagnement sur mesure font la différence. Cette question de la langue, il parle très bien anglais couramment et il parle français et arabe aussi. C'est ça l'avantage que Nensana et plusieurs écoles n'en ont pas. Je suis satisfait à 100% de l'école. Le résultat est très bien et ils sont éveillés. Ils arrivent à répondre à des questions que certains élèves à leur âge dans d'autres écoles n'arrivent pas à répondre. Ce qui me plaît le plus à Neis, c'est que l'anglais ici est beaucoup plus fluide que la majorité des écoles qu'on trouve ici au Tchad. Ici, dès la maternelle, les élèves parlent déjà l'anglais comparé à d'autres écoles où jusqu'à un certain niveau, on les apprend toujours les bonjours et les trucs comme ça en anglais. Yeah, like my dad chose me to be in Neis when I was small, and then I traveled and I came back to Neis. Ici, Neis, les enseignants, à ce que je vois, ils se dévouent au l'enseignement de l'élève que nous sommes. Ils se dévouent beaucoup à améliorer les capacités de l'élève pour les actions à venir. Les résultats parlent d'eux-mêmes. Anciens élèves aujourd'hui installés dans les plus grandes universités du monde, d'autres revenus partager leur expérience au sein même de l'école. Choisir N'Djamena English International School, c'est opter pour bien plus qu'un simple enseignement. C'est offrir à son enfant un avenir global, une éducation tournée vers l'excellence et la réussite internationale. Véritable phare éducatif au Tchad, Neis incarne le mariage parfait entre qualité, rigueur et vision d'avenir. Pour clore cette édition, un proverbe africain dit « C'est au bout de l'effort que l'on trouve la récompense ». Alors, gardons le cap et faisons toujours de notre mieux. Merci de votre fidélité. À demain pour une nouvelle édition. Bonne soirée à toutes et à tous.